Bonsoir. Je suis désolé, on m'a demandé de me mettre au pupitre, ça fait un peu solennel, mais Patricia a insisté. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Enfance Majuscule après 2 ans de frustration, de visio, 2 ans à ne pas se voir, à ne pas échanger suffisamment. Et même si le Covid, vous le savez, n'a pas totalement disparu, on a juste envie de profiter pleinement de ce moment de convivialité, même si certains pensaient encore que cette année, ce serait virtuel, ce qui fait qu'on est un petit peu moins nombreux que les années précédentes. Nous allons, j'allais dire, comme tous les ans ou presque, remettre des prix à ceux qui ont permis de parler de cette cause si importante, la protection de l'enfance. Une cause qui, vous le savez, a été tellement mise à mal durant les confinements, comme s'il y avait encore besoin de rajouter de la maltraitance à celle contre laquelle se bat Enfance Majuscule depuis tant d'années. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'Enfance Majuscule se bat pour les droits de l'enfant, et c'est grâce aux médias que vous représentez que la parole se libère, que l'on ose alerter, que les enfants eux-mêmes peuvent comprendre que non, la maltraitance ne fait pas partie de l'éducation. Enfance Majuscule sera à jamais l'œuvre de cette grande dame qui était Simone Chalon, et c'est donc sa fille Patricia qui a repris le flambeau et à qui je passe tout de suite la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le maire. Merci d'être là ce soir. Je vous passe la parole tout de suite après pour que vous puissiez un peu nous expliquer pourquoi vous soutenez ce prix. Mais en tout cas, merci de nous soutenir avec vos équipes depuis si longtemps. C'est grâce à vous que nous sommes là ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord vous dire le grand bonheur que nous avons à nous retrouver ici ce soir après 2 ans d'absence, mais aussi le chagrin et la colère qui sont les nôtres, comme en témoigne l'affiche que vous avez vue cette année, qui nous rappelle que le quotidien des enfants du monde est toujours cruel et intolérable. Il existe toutes sortes de maltraitances envers les enfants, car les adultes ont une imagination débordante pour leur faire subir pulsions, violences et perversions. Nous demandons aux enfants de se préoccuper de l'avenir de la planète, mais ne leur donnons aucun moyen pour se prémunir contre la cruauté dont ils sont victimes. Quelle est l'humanité, ou plutôt l'inhumanité, de ceux qui vivent ici et maintenant et sont incapables de protéger les enfants? Il y a une chose qui nous fait bien plus peur que le virus, c'est la pédocriminalité qui gangrène notre société tout entière. Nous n'avons pas pris la mesure de l'épidémie. Tous les pays et tous les milieux sont atteints. Et il suffit de s'attarder sur les nombreuses vidéos que nous avons visionnées pour effectuer la sélection de ce prix pour en être convaincus. Qu'il s'agisse de pédocriminalité sous toutes ses formes, cybercriminalité, inceste, viol, de violences éducatives ou psychologiques, ce prix existe pour que nous ne lâchions rien et continuions à nous battre pour faire respecter le droit des enfants. Merci donc à tous d'être là, présents ce soir. Merci et félicitations à tous ceux et celles qui permettent de faire émerger et entendre la parole des enfants et que nous récompensons ce soir. Merci Michel d'être le fidèle parrain de l'association et merci au professeur Bernard Gols d'éclairer ce soir pour nous les sujets difficiles que nous allons évoquer. Merci bien sûr à tous les jurés. Ils ont consacré beaucoup de temps à visionner des images qui sont parfois extrêmement pénibles. Et merci particulièrement à la présidente du jury, Danielle Ekidbachian, qui fait vivre ce prix tout au long de l'année. Merci à tous nos parrains, ils sont quelques-uns là ce soir. Merci beaucoup aux bénévoles de l'association, sans lesquels cette association ne serait absolument pas vivante. Merci d'être là, d'être avec nous, de nous suivre sur les réseaux, de nous suivre sur notre site. Et monsieur le maire, je vous passe la parole. Chère Patricia, merci de m'avoir convié une nouvelle fois à la remise de ce prix effectivement d'Enfance Majuscule. Merci à Michel Simès pour sa fidélité que je retrouve année après année, sauf qu'effectivement on a eu une pause de 2 ans obligatoire, une pause sanitaire. Je voudrais saluer le professeur Bernard Gols de sa présence. Et mesdames, messieurs, chers amis, effectivement c'est toujours avec beaucoup d'émotion et j'allais dire le même plaisir que je vous accueille ici ce soir au nom de la ville de Boulogne-Billancourt. Et pour cette 10e édition du prix Média Enfance Majuscule. Et ma grand-mère disait que c'est bien de s'engager, mais s'engager dans la durée, c'est mieux.
Et je trouve qu'effectivement, l'action d'enfance majuscule qui remonte à une très longue date sur Boulogne-Billancourt, Michel Simès a évoqué la mémoire de Simone Chalon, effectivement, la maman de Patricia, que j'ai connue il y a bien longtemps. Je me rappelle, elle avait sa petite association dans son appartement au 4e étage sans ascenseur. Et j'étais jeune élu et j'étais venu la rencontrer. J'étais tout jeune député, j'étais venu la rencontrer avec mon scooter. J'avais été très impressionné par l'engagement de cette femme. Ça m'avait beaucoup, beaucoup bouleversé. C'est pour ça que j'ai toujours eu une amitié aussi vive avec, bien sûr, Simone Chalon et avec Patricia. Donc je suis très heureux, effectivement, d'être présent parmi vous ce soir pour cette remise des prix, ces prix qui ont été d'ailleurs inventés et créés par Simone Chalon et je crois par Anémone Giscard d'Estaing qui avait créé ce prix il y a 25 ans, mais ça fait 10 ans qu'on l'accueille à Boulogne-Billancourt. Et c'est tout à fait naturel pour nous, la ville de Boulogne-Billancourt. On est ville amie des enfants UNICEF déjà depuis quelques années qu'on accompagne cette association. Et on est toujours, Madame la Présidente, sur la bonne voie avec le combat que vous menez, même si vous l'avez rappelé, c'est un combat extrêmement difficile. Il faut lutter contre le silence, contre les injustices, bien sûr, mais aussi parfois les administrations qui ne sont pas toujours aussi ouvertes qu'on voudrait l'entendre. Et je vois qu'avec le commissaire de police, on a mis en place un dispositif d'accueil psychologique au commissariat sur les violences intrafamiliales. Et on découvre que la présence de cette psychologue au commissariat, justement, permet à certaines personnes de s'y libérer et ça nous permet d'aller plus loin dans la démarche parce que c'est bien de signaler des faits, mais c'est encore mieux de les guérir et de les accompagner et ce travail en profondeur est absolument nécessaire. Donc voilà modestement ce qu'on essaie de faire sur la ville. Alors aujourd'hui, on va assister à des reportages toujours aussi j'allais dire prenant, des reportages toujours aussi émouvants. Et moi, je voudrais remercier tous les auteurs de ces reportages et de ces films qui dénoncent justement et qui montrent ces faits absolument odieux qui se passent parfois aux portes de chez nous. Il ne faut pas aller au bout du monde pour effectivement découvrir ces horreurs du quotidien dont souffrent les enfants. Je voudrais aussi remercier bien sûr le jury qui s'est engagé pour cette remise des prix. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous plus solidaires les uns les autres et qu'on s'engage tous contre ces violences intrafamiliales et surtout les violences que subissent les enfants parce qu'eux ne s'expriment pas, ou ils s'expriment avec difficulté. Et c'est à nous, adultes, je dis toujours ça, aux animateurs de centres de loisirs de la ville, c'est à vous de sentir les choses, d'être attentifs justement pour aider ces enfants en détresse. C'est à nous d'aller au-devant de ces détresses, pas de les imaginer, mais de les ressentir et de faire passer l'information. Je suis toujours très surpris ce qu'on appelle le silence professionnel, où certaines catégories n'osent pas dénoncer, n'osent pas dire les choses en disant mais ça va générer plus de dégâts. Non, quand on parle, on libère et on soigne. Et merci de cet engagement que vous avez mené sans faille depuis des années et des années. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Alors, la soirée va se passer de façon assez simple et à chaque fois, ce sera le même schéma. Nous allons présenter la catégorie. Ensuite, Patricia nous expliquera le choix du jury. On vous passera un petit extrait du lauréat. Les auteurs ou réalisateurs ou producteurs viendront nous dire un petit mot ici au pupitre et puis le professeur Bernard Goltz nous fera son analyse sur ce lauréat. Je vais quand même vous présenter professeur Bernard Goltz parce que vous êtes pédopsychiatre. Vous avez un petit moment devant vous ? Pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris Descartes, psychanalyste et essayiste. J'ai rien oublié ? Plein de choses. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je pense qu'on a compris qui vous êtes maintenant. Et donc, c'est vous qui nous donnerez une analyse experte de ce que nous allons voir. Et puis, la remise des prix sera faite par notre hôtesse, donc Danielle, la secrétaire générale d'Enfance Majuscule, et donc la présidente du jury qui vous distribuera trophées, diplômes et petits sacs pour pouvoir partir avec, n'est-ce pas, Madame Danielle ? Très bien. Alors, on va commencer avec la jeunesse, Patricia. Alors, on a souhaité donner une mention à ce programme qui s'appelle « Un jour, une question »,
qui est un programme qui a été fait par France 4 et qui répond au questionnement des enfants d'une manière extrêmement intelligente. Alors, le programme parle de sujets divers et variés, mais les 2 épisodes que nous avons vus étaient spécifiquement sur les droits de l'enfant, sur le harcèlement, sur la Convention des droits de l'enfant, et traitaient le sujet en prenant les enfants pour des êtres intelligents, d'où la mention qu'on a souhaité leur donner. On voit un extrait tout de suite. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à 3. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, ses notes chutent, ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà. C'est à la fois très pédagogique, bien évidemment, et surtout une période où on fait que de l'image de synthèse, du 3D, etc. La simplicité de ces dessins qui permettent de tout comprendre en quelques secondes est assez extraordinaire. Normalement, nous avons Malicia May-Van Can, directrice éditoriale chez Milan Presse, Jacques Azam, illustrateur chez Milan Presse, et Christine Renaudot, responsable des programmes hybrides et nouveaux formats jeunesse chez France Télévisions. Bravo à vous. Donc, vous allez recevoir des mains de Daniel votre diplôme, et si vous voulez dire un petit mot. Alors à chaque fois, c'est soit une personne, soit tout le monde, bon, sauf si c'est des discours très 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 longs. Mais... Alors, je me lance. Bonsoir à tous. Bon, je suis Christine Renaudot, je travaille à France Télévisions pour la jeunesse. J'ai la chance de travailler sur ce programme depuis le début, donc c'est-à-dire ça fait 8 ans maintenant. On arrive à la 1000e émission, on regrette beaucoup, on n'a fait qu'une vingtaine à peu près d'émissions qui s'adresse particulièrement aux sujets un petit peu difficiles à traiter pour les enfants, dont l'épisode que vous venez de voir. Donc le format, c'est bien 1 minute 30. Et j'accueille avec moi donc, Malicia et Jacques Azam, le réalisateur, puisqu'en fait, ce qui était intéressant pour Un jour une question, c'est que justement, chaque enfant est invité à poser la question qu'il se pose. Et du coup, avec Milan, on a eu cette idée de collaboration pour faire émerger des questions auxquelles habituellement on ne répond pas. Et c'est la force du dessin de presse, quelque chose de court, un format court, qui peut se partager. Et je dirais que en fait, ça s'adresse particulièrement aux enfants de 8 ans, mais on est tous un petit peu enfants, et ce qui se comprend très simplement, à la fois par le message et par le dessin, eh bien, c'est une force vraiment très importante. Et je connais des adultes qui ont mieux compris comment expliquer des choses, et c'est ça qui est important. Et parce qu'après, on met des mots, on met des dessins, et c'est ça la force de ce programme, et surtout une belle collaboration. Et c'est disponible sur le net, c'est disponible. Et alors c'est diffusé tous les jours sur France 4,
plusieurs fois par jour. C'est aussi disponible sur Oku, l'application jeunesse de France Télévisions. C'est aussi disponible via France TV et vous entrez donc dans l'univers jeunesse, puisque, comme je le rappelle ici, c'est un programme que nous on fait pour la jeunesse, mais qui a effectivement vocation peut-être à s'adresser à d'autres, mais avant tout qui s'adresse aux plus jeunes. Voilà. Et on est content puisqu'en fait, c'est dans la manière dont c'est fait, ce sont des classes qui sont interrogées et qui après, donc là je te laisse parler Manicia, mais qui sont reprises à l'école. Et c'est ça aussi la force de ce programme. Merci au jury en tout cas. Oui, quelques mots rapidement. C'est vrai que Milan Presse est engagé depuis plus de 40 ans pour les enfants, de la petite enfance jusqu'aux adolescents, contre les violences qu'ils peuvent subir et pour la défense des droits des enfants. Et on est très content de faire ce programme d'1 minute 30 qui, on l'a vu dans plein d'études qu'on a pu faire, a une très forte percée auprès des enseignants et donc est très bien accueilli en classe. Donc ça veut dire que depuis 8 ans, il y a plein d'enfants qui peuvent être informés sur tous les sujets, toutes les questions qu'ils se posent. Je reçois par jour plus de 50 questions, alors bien sûr tout type de sujet, mais on voit bien que toutes les questions sur les violences, sur les discriminations sont très importantes pour eux, et donc c'est très important de pouvoir y répondre, de les informer. Vous disiez, Patricia Chalon, on les prend au sérieux. Donc c'est vrai qu'on se met à leur hauteur. C'est très important, on traite de tous les sujets, et grâce au dessin de Jacques Azam, on parvient, avec ce dessin de presse à la fois enfantin et voilà, très réaliste, on parvient à dédramatiser des sujets qui sont très difficiles. Donc vraiment, notre but, c'est d'informer pour prévenir et puis pour que les enfants puissent parler et peut-être sortir des soucis dans lesquels ils se trouvent. Alors en général, les dessinateurs n'aiment pas trop parler. Oui. Non. Je voulais juste dire que par rapport effectivement à ce trait très simple, et moi quand j'étais enfant à 10 ans, je me souviens de dessins qui m'ont marqué énormément, qui étaient des Shadocks. Et quand on a créé ce truc-là ensemble, j'avais en tête ce dessin-là et cette simplicité, pour moi, elle amène énormément de choses et elle peut justement laisser place à plein d'imagination. Et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à dessiner pour cette série. Et surtout pour des enfants de 8 ans, puis avec des formats 1:30 qui sont un peu dans la norme aujourd'hui. Nous, à l'époque, on avait des grands dessins animés. Là, aujourd'hui, 1:30, c'est le maximum qu'on peut leur demander comme concentration. Merci beaucoup et bravo. Merci de cette invitation. En 2 minutes, écoutez, vous dire que c'est vrai, ce film, on vient de le voir là, c'est léger, c'est frais, c'est vif, c'est dynamique, mais en même temps c'est très concis, très concentré, très condensé. Ça passe très bien. Et ça montre, je trouve, une fois de plus, que un des grands personnages de la maltraitance, c'est le silence. On va y revenir dans pas mal de circonstances tout à l'heure, le silence qu'il faut vaincre, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure aussi, qu'il faut vaincre par tous les bouts. Et alors pour les pédopsychiatres, ça ajoute une compréhension à un symptôme qui est très tenace, qu'on appelait autrefois les phobies scolaires. Aujourd'hui on appelle ça les refus scolaires anxieux, des enfants qui changent, qui ne veulent plus aller à l'école ou qui y vont en traînant les pieds. Et alors on s'est tout demandé, est-ce qu'ils ont peur de la séparation de la maison, est-ce qu'ils ont peur du trajet, est-ce qu'ils ont peur des enseignants, est-ce qu'ils ont peur du savoir? En fait ils ont peur des autres enfants. Et il faut pouvoir arriver à cerner ça. C'est vraiment extrêmement important. Merci beaucoup de les aider. Alors j'ai vu dans votre série un autre qui s'appelle Les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, et je voudrais quand même vous dire que il est très touchant celui-là aussi, parce que je trouve que vous montrez bien que l'enfant est une personne en devenir, mais que ses droits sont d'emblée complets, globaux et totaux. Et c'est vraiment important de le dire. Merci beaucoup. Ça va, vous n'avez pas rougi, c'est bon? Vous êtes d'accord? Merci beaucoup et bravo. J'ai oublié de vous dire qu'une fois que vous avez votre prix, ne partez pas parce qu'il y a un cocktail après. Voilà. Je peux rajouter une chose? Oui, bien sûr. Le dessinateur a parlé des Shadocks. Alors c'est vrai que je ne les cite pas tellement souvent dans mon travail, mais il y a une devise des Shadocks extraordinaire. Pour la maltraitance, ça marche très bien. Tout ce qu'on fait ne s'efface pas.
mais tout ce qu'on ne fait pas non plus. C'est bien dans l'esprit Shadok, ça. La fiction, maintenant, avec un prix. Alors oui, les prix pour Enfance majuscule sont à l'unanimité. C'est-à-dire des programmes où on se dit c'est vraiment extraordinaire. Et cette fiction l'est. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire de Lise Loufoque qui a écrit dans L'Enfer des foyers. Ça montre la manière dont on ne tient pas compte du ressenti et du vécu des enfants. C'est absolument poignant. Les enfants sont le petit garçon dont on parle dans cette histoire, puisque c'est autobiographique, et balancé, c'est le mot exact, d'un foyer à un autre, sans qu'on tienne vraiment compte de son ressenti. C'est un film qui est extrêmement bien joué. Le jury a été complètement séduit par le jeu des acteurs, tous les acteurs, les 3 actrices principales, Andrea Bescon, Isabelle Carré et Nawel Madani, sont magnifiques. Et on ne sort pas de ce film comme on y est entré. Un extrait. Je viens voir Lies, le petit Lies qui est arrivé hier soir. Vous savez, Lies va être placée dans une famille d'accueil. Je vais t'appeler maman Milly. Ta maman, elle s'appelle Leila. Et elle va pas très bien, c'est pour ça qu'elle peut pas s'occuper de toi. Alors comment ça va? Pas bien. Hey! Et tu le feras pas, c'est dégommé, toi! Bon, je vous rappelle que notre projet pour Lies, c'est quand même qu'il puisse vivre un jour avec sa mère. Et j'ai appelé la directrice du foyer, il est agressif, il est incontrôlable. C'est bizarre, il est pas du tout comme ça avec moi. Et bah pourtant, je pense que c'est vous qui le perturbez. Pourquoi? Parce que je lui donne de l'amour? Viens. Tu me lis l'histoire? Oui, les peluches. J'ai dit là, c'est très important. Et dans la Il faut y aller maintenant. Vous pourrez peut-être venir me voir dans quelques semaines. Madame, on en a déjà discuté. Vous quittez le département, vous allez trop loin, c'est pas possible. Non mais il n'y a aucune loi qui justifie ça. Oui, mais on peut pas l'éloigner de sa mère. Je suis désolée, il faut y aller maintenant. Chérie. Mon bébé, tu te souviens de ce qu'on s'est dit, hein? Paul et moi, on va aller vivre dans le sud de la France, et toi, tu vas aller vivre avec la dame. Non. Tu verras, elle est très gentille. Non, j'ai pas envie de vivre avec elle. On en a parlé, mon chéri. Et après, tu viendras voir notre nouvelle maison. Hein? Non, j'ai envie de rester avec toi. Lies, c'est ta nouvelle tati. Elle s'appelle Muriel. Elle va t'emmener dans sa maison, elle a un grand jardin. Il y a même un petit garçon, certainement, qui viendra jouer avec toi plus tard. Non, j'ai pas envie d'y aller avec elle. Faut y aller maintenant. Rester avec toi. Ça va être très bien, ne t'inquiète pas, on y va. Madame Reynaud? Allez, Lies. Allez, mesdames, s'il vous plaît. Allez. Lies, tu viens? Tu te lèves, s'il te plaît? Bien, merci. Allez, on y va. Non, s'il vous plaît. non, j'ai pas envie. Non, me laisse pas. Allez, on y va. On y va. Non, laissez-moi tranquille. Non, non, maman Milly, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, maman Milly. J'ai envie de rester avec toi, maman Milly. Non, j'ai pas envie. Non, maman Milly. Oh, Lies. Oh, merci de m'appeler. Oh, mon chéri. Oh, je suis tellement contente de t'entendre. Moi aussi. Oh, ça me fait très plaisir, tu sais. Moi aussi. Tu m'entends, Lies? Oui. Alors, comment ça va? Hein, dis-moi. Pas bien. Ça va pas? Tu t'es fait des nouveaux copains? Non. Non? Faut que tu sois un petit peu patient, ça va venir. Hein, mon cœur. J'ai pas envie de rester, j'ai envie de rentrer. Je comprends, mon amour, je comprends. T'inquiète pas, hein? Tu vas pas rester longtemps là dans ce foyer. Ils me l'ont promis. Hein, on va trouver une meilleure solution pour toi. J'ai pas envie de rester. Mon chéri, je te promets que tu resteras pas longtemps au foyer, je te le promets. Tu m'entends, Lies? Allô? Oh, réponds-moi, s'il te plaît, Lies.
Allô? On va demander à Hakim Isquet, réalisateur, et Arnaud Figaret, producteur chez Capa, de bien vouloir descendre, prendre le prix pour l'enfant de personne, le prix dans la catégorie fiction. Bonsoir, messieurs. Pendant qu'ils descendent, on vient de me signaler que Laïs Loufoque a sorti un nouveau livre qui s'appelle « Si les enfants votaient » chez Harper et Collins. Voilà vos prix. Bravo. Et qui prend la parole? Bravo. Merci beaucoup pour ce prix. Je prends cette récompense avec beaucoup de plaisir, évidemment, puisque les mots de Madame la Présidente étaient extrêmement forts, extrêmement touchants pour un réalisateur et un producteur, ça nous a tenu à cœur. Donc pour ça, je vous remercie. Mais je crois qu'ici, on est à un endroit bien précis, qu'on est bien placé, donc c'est d'autant plus touchant et d'autant plus important pour nous, parce que ce film a une vie, il a reçu déjà quelques prix et surtout beaucoup de commentaires dans le public. Mais quand on m'a dit qu'on devait venir récupérer quelque chose ici, j'étais presque gêné parce que j'ai pas trop besoin de vous convaincre sur le sujet. Donc merci beaucoup. Par contre, Lies Loufoque s'excuse de son absence parce qu'il n'était pas disponible. Mais s'il était là, il vous aurait dit qu'on n'a pas fait ce film pour émouvoir, mais pour éveiller les consciences. Ça, c'est une réalité. Et tout à l'heure, je vous entendais dire qu'on avait retracé son parcours et sa vie, mais on a vraiment, vraiment voulu parler des enfants placés grâce à l'aide du parcours de Lies Loufoque. On n'a pas cherché à faire une œuvre autobiographique, même si, je peux vous l'assurer, tout ce qu'il y a dans le film est vrai. J'y ai beaucoup tenu qu'on n'invente rien, qu'on ne cherche pas à magnifier la réalité. Et pour commencer, Arnaud Figaret, le producteur, m'a fait lire le livre de Lies qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis ressorti de la lecture de ce livre, pas comme j'y suis entré. J'ai eu beaucoup de colère et beaucoup d'émotions, mais surtout de la colère. Et pour reprendre les mots de Monsieur le maire, il se passe des choses atroces et des souffrances atroces chez les enfants qui sont en bas de chez nous. C'est une réalité. Mais en ce qui concerne les enfants placés, je pense qu'il faut prendre conscience que ces enfants sont nos enfants. Ce sont les enfants de personne, c'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Ou du moins, ils devraient devenir tous nos enfants. Donc on a une responsabilité qui est énorme, parce que ces enfants qui ont tous vécu quelque chose d'atroce dans leur tendre enfance et qui sont donc placés pour être protégés, souvent en sortent du système et sortent de ce parcours avec l'ASE encore plus détruits. Ça, c'est absolument inacceptable. Et en tant que parent, je pense qu'on ne peut pas accepter que des enfants soient traités comme ça sur notre territoire et des petits Français qui sont comme nous, qui n'ont pas la chance malheureusement de rêver plus haut, de rêver plus grand. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y a urgence, et il y a urgence à alerter les pouvoirs publics. Il y a vraiment beaucoup de colère chez les éducateurs et chez toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants placés. Donc je vous remercie, mais je voulais parler de ce sentiment que j'ai eu et qui m'a traversé tout le long de la fabrication de ce film, qui effectivement m'a apporté beaucoup d'émotions grâce à l'apport de tous les techniciens et tous les acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Producteur. Merci, je vais être très rapide. Merci pour ce prix. Déjà, ça nous touche vraiment de recevoir un prix par vous. Je voulais remercier les équipes de Capa, effectivement, qui n'ont pas pu venir non plus, pour nous avoir permis de faire ce film qui est effectivement basé sur le livre et la vie de Lies Loufoque, mais aussi sur un documentaire de Sylvain Louvet qui s'appelle « Enfants placés, les oubliés de la République », qui a été diffusé sur France Télé, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, et qui a été un peu le déclencheur de tout ça, puisque Lies apparaissait dans le documentaire. Moi, j'ai découvert tout à travers déjà ce documentaire, et ensuite en lisant le livre de Lies. Et je voulais remercier aussi France Télé, parce qu'on a été, effectivement, il y a eu une volonté d'Anne Olmès et ses équipes, en l'occurrence Joachim de Vosloo, de faire ce film.
Et c'est sous leur impulsion qu'on a développé ce projet, et avec beaucoup de liberté, de confiance. Donc ce film a pu exister avec le talent de tous les auteurs, comédiennes, réalisateurs, mais aussi parce qu'on a eu l'impulsion de France Télé qui trouvait que c'était un sujet de service public qu'il fallait absolument traiter. Voilà. Merci. Merci. Juste pour information, Les Oubliés de la République est passé par le collimateur l'année dernière du prix Média, et du jury d'Enfance Majuscule a été primé. Je voulais aussi compléter ce que vous disiez. Si on regarde les prix cette année, France Télévisions est partout. Ce sont des prix pour France Télévisions. Et le service public fait vraiment son travail là, en ce qui concerne la protection de l'enfance. C'est une belle boîte, hein. Bah oui. Vous bougez pas parce que Bernard Gols a un truc à vous dire, je pense. Non, mais très vite. Bon, tout le monde l'a senti. C'est un document bouleversant qui touche chacun d'entre nous très, très profondément. Bon, le titre est très beau, c'est vrai, l'enfant de personne. Mais quand l'enfant de personne, ça pose la question. On a tous besoin de savoir d'où on vient. C'est ça la quête des origines. C'est pas simplement savoir qui nous a fabriqués. Je veux dire, un spermatozoïde, un ovocyte. Bon, ça se rencontre pas dans l'air. Il y a une histoire. Qui a voulu qu'on naisse, qui a pas voulu qu'on naisse, qui nous a désiré, qui s'est occupé de nous au début. Et là, c'est des arrachements multiples. C'est de la catastrophe absolue. Je veux dire, comment on peut se sentir être si on n'existe vraiment pour personne. C'est vraiment terrible, d'autant plus qu'on sait ce qui en découle. Ce qui va en découler, c'est que des enfants comme ça, toute leur vie, ils vont penser que ce qui leur est arrivé est de leur faute. Hein, le fantasme du mauvais enfant, le fantasme du mauvais bébé, c'est ultra pesant et ultra culpabilisant pour toute la suite de la vie. Alors ils sont placés, déplacés, replacés, on crée de la psychopathologie, enfin on crée de la souffrance au jour le jour. C'est des enfants paquets, comme on a pu dire. Seulement, la question qui découle de tout ça on le sait. Tout ça, on le sait depuis longtemps et ça continue. Alors vous avez raison de vous révolter, vous avez raison de faire ça pour que ça change. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est une autre question, ce n'est pas dans le film, c'est une question pour nous tous, ça. Merci Bernard, merci à vous et bravo pour ce très beau téléfilm. Merci. On va passer maintenant à la série documentaire, catégorie documentaire France. Et là, nous avons un prix et 2 mentions. On va commencer par le prix. C'est encore un prix qui a été décerné donc à l'unanimité du jury, qui ne dit ne consent pas. Pardon. C'est très intéressant de voir le parcours de ces adultes qui ont été... comment on a fait effraction dans leur vie d'enfant, dans leur vie sexuelle, dans leur construction, dans la manière dont ils étaient en train de grandir, comment des prédateurs ont réussi à démolir ces enfants. Et ces adultes qui témoignent nous aident à comprendre le cheminement de l'enfant vers l'adulte qui a été abusé. C'est extrêmement bien fait, intelligemment monté, et c'est encore un prix à l'unanimité du jury. On regarde un extrait. Consentement, domaine moral, acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose. Trésor de la langue française. On se voyait surtout au collège, dans sa salle, entre les cours. Il fermait la porte à clé et personne ne savait ou personne voulait savoir qu'on était là. À 14 ans, jamais ça m'aurait traversé l'esprit de me lever et de dire non, ça me plaît pas, je me rhabille, ramène-moi chez moi. La question du consentement est très compliquée, surtout quand c'est quelqu'un qui a une emprise psychologique sur la victime. Quand on tient le cerveau, on n'a pas le choix de dire oui ou de dire non, on doit faire, point. Mon corps, il prend du plaisir, donc c'est compliqué. J'en redemande, quoi. Je suis petit, je prends du plaisir, je vois pas où est le mal. On pense qu'on est consentant, mais en fait, on n'a pas le choix. Non. Non, on se rend pas compte que c'est un viol. C'est une relation que moi, j'essayais de dissimuler autant que possible parce que j'étais morte de honte. C'était un meilleur ami, un confident, un grand-père, quelqu'un d'important dans ma vie.
jusqu'à à ne plus pouvoir vivre sans lui, jusqu'à être possédée par lui, depuis toute petite. Il faisait tout pour me couper du monde, en fait. C'était pas du tout de l'amour. En janvier 2020, quand le scandale Matzneff a éclaté, pour moi, ça a été extrêmement violent. Et il y a des choses que j'ai vraiment revécues à ce moment-là. Donc, vous voyez le temps que ça a pu prendre, quoi. On parle des 3/4 d'une vie d'une femme sexagénaire. J'ai créé des tactiques de survie. Oui, c'est ça, des tactiques de survie. Par exemple, je m'habillais, je mettais un pyjama, des pieds à la tête avec les chaussettes. Donc je mettais un pilou-pilou comme une combinaison de survie pour dormir. Le mythe de la nymphette, ça n'existe pas, quoi. Mais ça, les gens, ils aiment y croire, quoi. Il n'a pas dit non, donc c'était un oui, mais on peut pas dire oui. Enfin, on peut pas. D'une part, il y a une situation hiérarchique, il y a une situation. C'est lui le référent. Enfin, je suis sous son autorité, du coup, je peux pas. Comment dire non? En fait, c'est plutôt ça la question qu'il faudrait se poser, c'est comment dire non? Quel levier il a, l'enfant, pour dire non? Qui ne dit mot ne consent pas. Réalisatrice Karine Dufour et produit par Éléphant Aventure. Est-ce que quelqu'un est là pour recevoir le prix? C'est la représentation de France Télévisions. Bonjour, je suis Sophie Chegaray de France Télévisions. J'ai eu le plaisir et l'engagement de suivre ce film. C'est pas le premier qu'on fait avec Karine Dufour. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps que Karine creuse le sillon et se bat et est très engagée sur la défense des enfants. Je pense que vous devez vous souvenir, on avait diffusé un documentaire également sur France 2 qui s'appelait Bouche cousue sur le juge Édouard Durand. Ça, je crois que c'était pendant le confinement, qui avait été diffusé juste après La Maladroite, qui était également un film de fiction qui retraçait le destin si malheureux de la petite Marina. Et Karine, elle est exemplaire parce qu'elle continue constamment de se battre et de défendre les droits des enfants. Et je suis hyper touchée pour elle, pour Béatrice, qui nous dit mot ne consent pas, parce qu'on ouvre à nouveau une nouvelle brèche et on arrête de faire croire qu'une jeune adolescente de 14 ans, 15 ans, peut être amoureuse, peut vivre une histoire d'amour totalement épanoui avec un adulte souvent beaucoup plus âgé. Et ce film-là, qui reprenait un petit peu la thématique ouverte par Vanessa Springora, donne un autre éclairage. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sophie Chegaray. Et Béatrice dont tu parlais, c'est Béatrice Schoenberg, qui est donc la productrice. Tu restes là, puisque tant pis, c'est toi qui vas écouter Bernard. Non, merci beaucoup. Si la réalisatrice était là, c'est vrai que j'aurais demandé pourquoi il y avait l'œil qui revient en permanence tout au long du film, en arrière-plan, un œil qui est luisant avec des reflets dedans. Bon, il y a une intention sans doute là-dedans, mais j'aurais aimé savoir laquelle était. Voilà, mais c'est un document vraiment très important parce qu'il insiste vraiment sur ce qui empêche de dire, ce qui empêche de voir, ce qui empêche de savoir, etc. Alors c'est très bien fait parce qu'il y a à la fois des entraves sociétales, bon ça on les connaît, personne ne voulait savoir, personne ne pouvait savoir, personne ne voulait dire, personne ne l'a protégé, mais il y a des interrogations très profondes sur des entraves individuelles aussi. Qu'est-ce qui fait le garçon, tout à l'heure on a dit un petit mot, qu'est-ce qui fait que j'ai été paralysé psychiquement? Il y a quelques phrases très fortes, hein. La honte, la culpabilité, la honte, ultérieurement de ne pas avoir senti que c'était anormal. Plutôt, c'est pas l'acte en tant que tel qui culpabilise ou qui fait honte, mais c'est le fait de ne pas avoir senti que c'était quelque chose d'anormal.
ça a été abordé dans l'extrait, là, qui peut avoir absolument. Du mal à penser soi-même, quelqu'un dit dans le film aussi qu'on n'est pas consentant. Quand on fait quelque chose, c'est difficile de se dire « je ne suis pas consentant » quand on est jeune. Et on pense qu'on est, on l'a entendu tout à l'heure, on pense qu'on est consentant, mais en fait, on n'a pas le choix. Viol sans violence, enfin, c'est des subtilités très très intéressantes qui sont abordées là. Et puis, quant à la question du consentement, c'est indissociable de la question du discernement. Et ça, le discernement, on bute tous là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge de raison pour le discernement. Et quelqu'un dit dans le film, il n'y a pas un seul prédateur qui a obtenu un oui, mais pas un seul prédateur qui a obtenu un non non plus. C'est très intense, ces choses-là. Hein. Merci Sophie, et félicitations donc à la réalisatrice et à la productrice, Karine Dufour et Béatrice Schoenberg. Mention. Alors nous avons 2 ex-aequo. Pour cette mention, on va commencer par... L'enfance volée, du tabou au combat. C'est toujours important de faire un retour historique sur là d'où on vient, l'histoire des enfants, de la maltraitance, comment notre société traite ses enfants depuis toujours. Et ce documentaire est fait avec beaucoup d'intelligence. Il amène comme ça des focus, des points de réflexion sur notre manière d'identifier l'enfance et tout au long de notre histoire. C'est très bien fait et il mérite vraiment cette mention. Un extrait. Questo è il momento della vergogna. Il doit bien savoir le mal qu'il nous a fait, quoi. Parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. Je suis la fille d'un pédocriminel. Les témoignages se multiplient sous le hashtag MeTooInceste. Anonyme ou célébrité, au cours de cette année 2021, des milliers de voix s'élèvent pour dénoncer la pédocriminalité. Il aura fallu des décennies de combats pour faire émerger la parole, pour briser ce tabou ancestral. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Tout a commencé il y a 35 ans, dans cette émission. Entre un parent et un enfant, il n'y a pas d'inceste heureux. En tout cas, pour l'enfant, c'est pas vrai. Cette femme, Eva, est la pionnière de la parole libérée. Elle était la toute première à oser révéler son agression à visage découvert. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Il semble que l'inceste soit véritablement un sujet tabou. Nous sommes en 1986 dans les dossiers de l'écran, l'émission phare de l'époque. Ce soir-là, Eva Thomas, auteure d'un livre Le viol du silence, va raconter en direct son histoire, un témoignage inédit. Eva Thomas, vous avez été victime de votre père, vous aviez 15 ans. Oui, ça s'est passé une nuit, et bon, la nuit c'est terrible, parce que bon, la nuit il y a aussi les rêves, les cauchemars, etc. Et bon, après, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement... Enfin, j'avais le souvenir de mon père sur moi et c'est tout. Eva, j'ai voulu vous recevoir ici, donc à quelques mètres des anciens plateaux des dossiers de l'écran. C'était une émission phare des années 80 qui était regardée par des millions de téléspectateurs. Il y a un peu de tendresse dans vos yeux, comme si vous aviez de la tendresse pour la femme que vous étiez à l'époque et qui se lançait dans ses aveux. Je me trompe ? Je peux dire que je suis fière de moi d'avoir fait ça. Vous pouvez ? Je pense que c'était un acte de survie pour moi, mais aussi c'était la main tendue à toutes les autres femmes, quoi. Voilà donc l'enfance volée du tabou au combat. Est-ce que Amanda Krier et Mathieu Valuet, réalisateurs, sont là? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir? Oui. Manifestement, ce n'est pas Mathieu. Non. Je suis observateur, non? Ouais. Bonsoir. Merci. Il y en a une de vous deux qui est Amanda? Alors oui, c'est moi. C'est vous, d'accord. Et la productrice Eve Langla. Très bien. Et plus que... Et oui, ah oui, pardon.
Et Mathieu aurait aimé être là aujourd'hui, il est en tournage et je le remercie pour les images de ce film qu'il a pu tout tourner et il a grandement participé au montage. Ça a été, je suis déjà très touchée évidemment de recevoir ce prix pour ce film traitant de cette thématique hautement sensible et de mission publique qu'est la pédocriminalité. Ça a été une enquête de longue haleine, des heures d'archives visionnées, comme vous avez pu vous en doutez à minima avec cet extrait, des dizaines de lois étudiées et évidemment beaucoup de témoignages poignants d'hier et d'aujourd'hui qui ont été mis ou remis en lumière avec beaucoup de justesse par Faustine Bollaert, qui est le fil rouge dans ce film. On a voulu vous proposer un documentaire le plus complet, le plus juste, sensible sur l'enfance volée à travers l'histoire. J'espère qu'on y est parvenu avec Mathieu. C'était un travail évidemment délicat. Vous l'imaginez, il a fallu mêler différentes narrations, les archives de télévision, les témoignages de victimes, les paroles d'experts, nombreux aussi participant à ce film pour apporter leur éclairage, que ce soit un éclairage psychologique, historique, et j'en passe. Des extraits de cinéma aussi, parce qu'il y a eu des films très choquants sur le sujet, qui traitaient ouvertement de la pédophilie comme de quelque chose de, somme toute, normal, ou de l'inceste. Voilà, je suis très fière. Ça a été un travail d'une année et je vous encourage à le regarder dans sa longueur. Merci beaucoup. Merci. Un mot de la production, Réservoir Prod. Non, excusez-moi, pour le regarder dans sa longueur, est-ce que vous avez une idée d'une rediffusion, d'un moment? Pour le moment, c'est pas prévu encore. Pour le moment, c'est pas prévu, non. D'accord, ben vous nous direz. Oui, évidemment. Donc oui, en effet, un film produit par Réservoir Prod, dont je suis la directrice générale. Donc pour nous, c'était vraiment c'est un sujet d'abord qu'on a beaucoup mis en lumière pendant des années à Réservoir Prod, la parole des victimes. Je tiens d'abord à penser à ces victimes qui nous ont fait confiance pour ce film. Mais voilà, et qui sont là aussi pour prendre la parole, comme le dit très bien Eva Thomas, c'est-à-dire qu'elle était là évidemment pour raconter son histoire, mais au-delà de ça, pour parler au nom de tous ceux qui ne parlent pas. Et c'est aussi cette parole, cette évolution et cette évolution de la parole qui est racontée à travers ce film, jusqu'à aujourd'hui, et pour dire, voilà, aujourd'hui aussi, cette remise en question, à se dire, il ne faut pas que les gens qui n'arrivent pas à parler ne se sentent pas pointés du doigt. C'est important aussi que leur silence soit pris en compte et respecté. C'est aussi ça, l'évolution de la société aujourd'hui. En tout cas, c'est un film bouleversant et comme l'a dit si bien Amanda, les archives parlent d'elles-mêmes et on se rend compte de l'évolution de la société, ne serait-ce qu'en 20 ans. Et puis vous avez cité Faustine Bollaert, et effectivement, il faut le souligner parce que pour faire parler les gens, il faut avoir quelqu'un d'empathique, et Dieu sait si aujourd'hui à la télé, et particulièrement en France Télévisions, Faustine est effectivement la bonne personne pour aller recueillir tous ces témoignages. Un mot, Bernard. Un petit mot, oui. Oui, un grand merci pour ce film, ce document très très important, qui montre vraiment, c'est rare dans ces documents-là, comment effectivement il y a l'incapacité de penser au moment même, comment il y a la paralysie psychique. Et il y a ma collègue, mon amie Marie-Rose Moreau, qui intervient dans le film pour très bien expliquer ce que c'est que la crypte, comment l'événement lui-même, dans un premier temps, il va se mettre dans un petit coin du cerveau, tout bouclé, et il va falloir du temps avant que ça ressorte et que ça puisse se dire. Donc tout ça, c'est très très important. Les aveux de l'agresseur aussi, qui empêchent l'enfant de penser qu'il a fantasmé, simplement. Enfin, c'est arrivé, donc c'est des choses importantes. Puis vous nous dites, vous le martelez à plusieurs reprises, un inceste pour 10 enfants. 125 000 viols sur mineurs en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est pas un petit quelque chose dans un coin. Voilà. Alors je trouve que votre film, il débouche par contre sur une question extrêmement difficile, c'est-à-dire que la prévention. Il y a la prévention, il y a tout ce qu'on peut faire du côté de l'enfant, d'accord, l'alerter, stimuler sa prudence, enfin des tas de choses qui sont bien montrées, mais il reste quand même le point important, c'est quel quid de la prévention du côté des adultes. Si vraiment il y a ces chiffres-là, je le dis vraiment entre guillemets, je veux choquer personne, mais c'est qu'il y a une pulsion pédophile chez tout le monde.
Alors comment on fait pour la transformer? Comment on fait pour qu'elle ne s'exprime pas? Comment on fait pour l'endiguer? C'est le problème de la maltraitance, parce que la maltraitance, elle ne commence pas forcément avec l'agressivité contre l'enfant. On peut toujours, à un certain moment, vouloir un enfant de ceci ou de cela. La pathologie, elle commence quand les digues se rompent. Alors, comment on fait de la prévention là, du côté des adultes? C'est le prochain film. Hein. Et qui ciblait dans la prévention? Parce que le chiffre est affolant quand même. Un enfant sur 10 victime d'un inceste. On se dit que c'est pas, on est en France, quoi. Donc il se passe quelque chose dans nous. Justement, l'intérêt de ce film qui revient en arrière, on parlait de Simone Chalon, quand elle parlait d'inceste il y a 60 ans, on lui riait au nez. On la prenait pour une grande malade. C'est fini. Au moins. C'est intéressant de faire un retour sur l'histoire et de voir d'où on vient. Donc maintenant, on sait effectivement la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le point sur lequel on achoppe tous. C'est comment on met en place quelque chose qui va faire que la digue ne déborde pas. Et avec le Covid, les chiffres ont explosé. Oui. Les chiffres de maltraitance ont explosé parce que les prédateurs... oui, de l'inceste aussi, puisque les prédateurs, les pères incestueux, sont restés cloîtrés avec leurs victimes. Donc les chiffres ont explosé. Oui, les bébés secoués, la maltraitance d'une manière générale. Merci beaucoup et bravo pour ce prix. Vous féliciterez bien sûr Mathieu Valuet pour nous. Mention donc pour Ex-Aequo, pour un autre documentaire. Alors, Le village des enfants, pour une fois, on va parler positivement de quelque chose, d'une expérience. Il est possible de prendre soin des enfants qui sont en danger, dans des structures qui les respectent, où les éducateurs prennent soin d'eux, sont dans la bienveillance, dans la bientraitance, sont empathiques. En tout cas, ça existe. Et ce documentaire en est la preuve. Extrait. C'est une chanson triste. Quand je suis triste, je écoute des chansons tristes. Je me mets en colère souvent. Et tu sais pourquoi ça? Je sais que j'ai des troubles du comportement. Je sais même pas de quoi est partie la crise en fait. Une grosse comme moi, on n'a jamais eu en tout cas depuis qu'elle est là. Regarde, il y a des enfants qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, et tu aimes bien ceux qui sont arrivés aussi. Là, dans ma tête, je suis en train de me dire vivement, vivement, vivement. Bisous, papa, je t'aime aussi. Tiens, mon Lolo, ton petit cadeau de départ. Oh, mon loulou, t'as le droit à une petite étincelle. Parce que tu as su la mettre en nos cœurs. C'est vraiment douloureux de savoir qu'il y en a qui voient leurs parents tout le temps. Tu dis qu'une famille, ça reste une famille, tu ne vas pas être séparés. Et voilà mes deux grandes sœurs. Je vais citer, je ne sais pas qui descend, Jean-Sébastien Desbordes et Mathieu Martin, Anthony Santoro, qui sont tous les trois réalisateurs, Agnès Gardet, Jean-Michel Carpentier, rédacteur en chef à France Télé, Emmanuel Blanchet, qui est producteur chez Ikari Productions. Finalement, vous n'êtes que trois. Alors, voilà. Vous n'êtes que trois, donc vous représentez les autres. Donc moi, je suis Jean-Sébastien. Bon, merci beaucoup pour le prix. Je pense d'abord à Adeline, la petite fille que vous avez vue. Alors, c'était une bande-annonce, donc je me rends compte qu'on ne comprend peut-être pas très bien le film.
C'est en fait un village d'enfants. Quand les enfants sont placés, on les envoie donc dans différentes structures et il existe une association qui s'appelle Action Enfance qui crée des villages. Il y en a une douzaine en France et qui réunit donc ces enfants placés. Qu'est-ce qui nous a intéressé dans ce documentaire, c'est que dans le parcours chaotique des enfants placés, la plupart du temps, en plus du trauma de ne pas vivre avec son papa ou sa maman, il y a le trauma d'être loin de ses frères et sœurs. Et je remercie vraiment le jury de nous avoir donné cette récompense, parce que mettre la lumière sur un endroit où on peut redonner un peu de l'affection, on peut redonner un peu un socle familial, c'est quelque chose qui me semble très très important. Il n'y a pas assez de villages comme ça en France. C'est, à mon avis, une des solutions pour grandir sereinement. Voilà, alors je vais vite. Je veux remercier Adeline, la petite fille qu'on a suivie quand même pendant 1 an, parce que ça nous a donné énormément. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle reçoit encore des messages pour lui dire que c'était une petite fille très courageuse suite à la diffusion. Je remercie Mathieu, avec qui on a réalisé le film, Emmanuel Blanchet de la production Icari et Jean-Michel Carpentier, Agnès Gardier qui n'ont pas voulu descendre, mais je les remercie profondément parce qu'ils mettent des sujets et des thématiques importantes à des heures de grande écoute. C'est passé à 13h15. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film et voilà, je tiens à les remercier à mettre des sujets aussi délicats et compliqués à des heures de très grande écoute. Voilà. Merci beaucoup. Un mot, quelqu'un ? Je vais juste remercier toutes les personnes qui ont rendu ce sujet possible, enfin ce documentaire, notamment les autorités politiques de la région, etc. Ça a été un long combat d'avoir la possibilité de tourner avec des enfants mineurs, c'est toujours très compliqué. Et la force de Jean-Sébastien, c'est d'avoir rendu leur parole. Mais pouvoir la récolter, c'est déjà un exploit en soi, et c'est peut-être aussi un problème parfois, parce que finalement, on pensait que c'était infaisable en tant que producteur, ce truc-là. Ça a mis 2 ans. Mais ça s'est fait et tout le monde était content de parler, les enfants, je crois qu'ils étaient ravis, les éducateurs, les gens qui s'occupent du village, et c'était pas si compliqué à l'arrivée. Il y a beaucoup de peur et pas toujours justifié. Voilà. Et merci à 13h15 de nous avoir aidés. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors vous restez là, Bernard. Voilà, en tout cas, bon, c'est un document vraiment très émouvant, très fort, très pudique en même temps. Effectivement, sur le travail sur la non-séparation des fratries, donc c'est rare et c'est formidable. Il y a deux thèmes qui émergent aussi, que pour moi qui suis pédopsychiatre, qui m'ont beaucoup touché. C'est qu'il y a 2 éducateurs formidables qui réfléchissent vraiment sur leur position par rapport à l'enfant, c'est-à-dire comment dans ces situations extrêmes maintenir quand même une place potentiellement possible pour un parent que l'enfant va peut-être retrouver un jour. On en voit un exemple ou 2 dans le film, parce que je veux dire, il ne s'agit pas de boucher la place du parent, il n'est pas là, mais il faut que sa place reste possible. Alors comment on s'occupe de ces enfants-là? En leur apportant tout ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont jeunes, sans se mettre dans le rôle d'un parent de remplacement. C'est autre chose, un éducateur. Et il y a des liens très très forts entre les enfants et les éducateurs. Là. Les mots seraient difficiles à trouver pour savoir de quoi il s'agit. C'est pas une relation substitutive de parents, c'est pas de l'amour, enfin il peut y avoir un peu d'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est pas de l'attachement, il y a un intérêt, il y a une relation incroyable entre eux, qui n'est pas de type parental, mais qui apporte les fonctions parentales dont l'enfant a besoin en attendant de peut-être retrouver ses parents si on laisse bien la place ouverte. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Merci. Vous redescendrez tout à l'heure parce qu'il y a aussi une photo finish avec tous les lauréats. Et on va terminer avec la catégorie étranger. Alors, cette année, bien évidemment, vous prenez que le vôtre, hein ? Ouais. Cette année, il y a eu beaucoup moins de candidats parce que Covid oblige, on ne pouvait pas voyager pour aller faire des reportages à l'étranger. Dans la catégorie documentaire tourné à l'étranger, en général, on a beaucoup de documentaires. Et cette année, effectivement, il y en avait beaucoup moins. Mais celui qu'on va récompenser là a été primé à l'unanimité du jury pour la grande qualité de la réflexion qu'il apporte sur les enfants de Daesh. Ces enfants, les parents sont devenus fous et les enfants en subissent là des conséquences effroyables. Ils sont dedans et dehors, un monde qu'ils ne comprennent pas mais qui n'est que violence. Et ce film nous montre la difficulté qu'on a à aider ces enfants dont on ne sait pas comment les prendre, parce qu'ils ont été depuis toujours confrontés à une telle violence qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les actes, on ne sait pas vraiment faire. Extrait Enfants de Daesh, les damnés de la guerre.
وهذا جيل كامل راح كل خيمة بيها طفل طفلين، والمدينة عم بيها الموصل، المحافظات الأخرى. أنا نحكي لك وضع عام حتى في سوريا، أعداد هائلة. وأني شاب يعني كنت فترة سن المراهقة، فدوافع كانت يعني أكشن أو مغامرات أو سن مراهقة بدون وعي. ديسا تقريبا دوان سلم خوان فيسي كسخوا بفجرين منها قال لك بون بجرنا قلت انت تشبه اشتوان واو شوي قصف كثير ومدافع يعني كلها يعني حاسة تموت يعني ما اتوقع يعني وظلنا يعني كثير ناس ماتت نسوان وهاي يعني قريب بصفها أول مرة أنا أشوف يعني ناس تموت قدامي. باقية بالمخيم الهون، باقية بإذن الله. دولة الإسلام، دولة الإسلام باقية. تبعت الدولة الإسلامية وبإذن الله أضل تابع الدولة الإسلامية وين ما تروح لو إلى أفريقيا تروح أروح وياه. ما أقدر أخذ الثار يعني أنا يعني مثل شخص مستضعف، أتمنى يعني الشهادة في سبيل الله، هذا أتمناه. يعني هذا الطفل لا يقرأ ولا يكتب في 2020 جريمة هاي تكون، بأبسط الأمور يقنعونه يعني يقول له أنت خذ ثار أبوك خذ ثار أخوك أنت شنو، مباشرة راح تكون دوافع على الأطفال أنهم ينشئون أو ينتمون للتنظيم، راح تكون حدث أقوى من اللي صار، أقوى من هذا الموضوع. كلك زحمتي بركشان شو هكا تكي يقولوا بر حساس برستي يعني باندور بوبو برسكر كاني بكودة تشوش ما حيا أنا نهاتيا بشيكا مدانين ومحطنا عراقي مباشرة عائلة مقدمة زاوى شبير بكم. لحظة هاي إيش حرف؟ شوفي اليوم شو هدفك اللي انت تبيع الشركة؟ هدفك انه شغل عمال لازم اسعى مش كبيرة بالي بس بالزحمة. Enfants de Daesh, les damnés de la guerre, le prix du documentaire étranger. Je demande à Anne Poiré, la réalisatrice, et Estelle Mauriac, productrice chez Ciné TV, de venir nous rejoindre. Je suis Estelle Mauriac, je travaille pour Fabienne Servan-Schreiber, donc qui est productrice chez Ciné TV. C'est vrai que pour nous, la problématique du droit de l'enfant, c'est quelque chose d'important, qu'on a souvent traité. Et les enfants dans la guerre, c'est vrai que c'est des sujets qu'on a abordés, mais là, c'est des enfants un peu particuliers, puisqu'on a tendance à les considérer beaucoup comme des coupables, ou en tout cas comme des bombes à retardement. Donc c'était un sujet qu'on souhaitait traiter. On a été soutenu très vite par France Télévisions, par Sophie Chegaray, que tout le monde connaît, pour son engagement sur les problématiques de l'enfance, et également par LCP, Isabella Pisani, il y avait Guylaine Chenu également qui était responsable. Donc voilà, pour nous, on a eu un vrai support. Ce qui était important, c'est que cette parole soit audible, qu'elle circule aussi en France, qu'elle circule à l'étranger. C'est le cas. On a reçu un prix il y a 2 jours au FIGRA, qui était le prix du public. Donc ça veut dire que les gens sont sensibles, le public entend cette parole. Le film circule, il circule à l'ONU, il circule à l'UNICEF, il reçoit un prix chez vous. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on avait envie. Et donc je laisse la parole à Anne, qui vous en parlera plus en détail. Je voulais vous remercier d'abord, c'est au nom de toute l'équipe, parce qu'un film, c'est une équipe. Je voudrais citer Julien Morane qui a fait les images. On a cette contrainte, heureusement, en France, de devoir protéger, sur France Télévisions, de protéger l'identité des enfants vulnérables.
Et c'est pas toujours simple. Et Julien fait un travail tout à fait remarquable pour essayer de quand même transmettre l'émotion et la colère, le désarroi de ses enfants et à travers leurs yeux. Françoise Bernard, qui est la monteuse de ce film, qui a permis de donner vie à ces histoires. Olivier Adelin qui a fait la musique, Guillermo Fernandez qui a fait l'étalonnage. Et évidemment, toute l'équipe de Ciné TV Estelle Moria qui a suivi le film, Fabienne Servan-Schreiber qui nous ont donné une liberté absolument totale. Et c'est extraordinaire quand on fait un film comme ça qui est quand même un peu compliqué. Et je voudrais aussi citer Sangar Halil, qui est le fixeur. On parle assez peu des fixeurs quand on fait un film à l'étranger. Ça repose sur eux, sur la confiance qu'ils arrivent à gagner tout le temps avec les personnes sur le terrain, la connaissance qu'ils ont du terrain, des accès qu'on peut avoir sur des terrains qui sont compliqués. Et évidemment, je voulais remercier le service public, Sophie, à France 5, Guylaine, à LCP, parce que c'est des films qui sont compliqués. Ce sont les enfants de nos ennemis, des enfants qui sont des victimes avant tout, et c'est un message qui est compliqué. Enfin, il faut pouvoir rentrer dans la complexité des choses. Et à 20h, en prime, c'est vraiment formidable d'avoir cette exposition. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe après les conflits depuis 15 ans. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe quand les armes se taisent, comment on reconstruit des villes, comment on reconstruit des sociétés. Et donc, avec ce film, comment on reconstruit des enfants qui sont en Irak, des enfants qui nous ont fait peur parce qu'ils ont été beaucoup utilisés dans la propagande de Daesh pour nous faire peur, qui ont été utilisés dans les combats, comme enfants soldats, mais qui sont surtout aujourd'hui doublement victimes, puisqu'ils sont ostracisés complètement de la société, puisqu'ils n'ont pas de papier, donc n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit aux soins, et sont complètement à côté de leur pays aujourd'hui. On ne sait même pas combien ils sont vraiment. Voilà, et malheureusement, les choses changent très peu sur ce point en Irak. Voilà. Merci. Alors beaucoup. justement, vous parlez de ces enfants qui sont bien évidemment et avant tout des victimes, mais on a entendu dans l'extrait qu'on a vu quelqu'un qui disait que ces enfants allaient devenir demain des enfants qui voudraient venger leur père, voudraient venger leur frère. C'est assez affolant. Comment ? Si on les abandonne là-bas. Et moi, pardon, je vous coupe la parole, plutôt je rebondis. Donc je suis Fabienne Servan-Schreiber, la productrice. On a fait beaucoup de films autour de Daesh, des femmes, de la résistance, des femmes qui revenaient. Et nous continuons, puisqu'il y a actuellement 200 enfants français qui sont dans les camps de Halol et qui ne sont pas rapatriés en France, alors que tous les pays européens rapatrient les femmes et les enfants qui sont abandonnés dans des camps épouvantables dans cette Syrie et dont les Kurdes veulent se débarrasser. Voilà, donc vous qui êtes préoccupés par les droits de l'enfant, je vous appelle à nous soutenir. Nous sommes un collectif qui accompagnons les familles de parents, les familles les grands-parents et qui essayent de récupérer leurs petits-enfants. Il faut que vous sachiez que 60% de ces 200 enfants ont moins de 6 ans, donc ils ne sont pas dangereux. Et dans ce collectif, il y a Serge Efez, et on est soutenu aussi par Boris Cyrulnik et par la plupart des pédopsychiatres, parce qu'ils ont déjà accueilli des enfants qui sont très bien réintégrés en France. Il y a Sophia Aram, il y a Marie Dosé, il y a Patrick Ebrard, bon, voilà, peu importe. Mais nous continuons notre mobilisation. Ce qui est important, c'est que, évidemment, toutes les organisations internationales, Amnesty, UNICEF, Human Rights Watch, sont à nos côtés et que maintenant, toutes les associations des familles de victimes du terrorisme sont à nos côtés aussi en réclamant le rapatriement de ces enfants. Je m'arrête là. Mais qu'est-ce qui bloque en France, puisque tous les pays européens rapatrient leurs enfants ? Et c'est la question. On nous a dit, rien avant les élections arrivent et on redouble de mobilisation. Donc on peut espérer qu'après les élections, après les législatives, là, ça puisse bouger un peu. Voilà. D'une part, les enfants ne sont pas dangereux. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a une quarantaine de femmes absolument radicalisées et dangereuses, mais nous avons un système pénitentiaire qui peut les récupérer et nous avons un système juridique extrêmement fort dans la lutte contre le terrorisme. Donc, ils sont plus dangereux là-bas
qu'en prison en France. C'est ça que l'opinion publique doit comprendre. Parce qu'un jour, et la Turquie déclare la guerre, là, à nouveau, aux Kurdes, un jour ils vont être libérés, elles reprendront les armes, les gosses sont déjà de temps en temps raptés dans les camps. Donc nous considérons qu'ils sont moins dangereux en France. Et d'abord, il y a un droit international et il y a les droits de l'enfant qui, comme l'ont dit mes prédécesseuses, sont doublement victimes et de Daesh et de la connerie de leurs parents. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est aussi en colère que nous. Oh. Bernard. Ben non, mais d'abord j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit et je vais y revenir. C'est un film, enfin c'est terrible parce que c'est la douleur humaine puissance 13, quoi. Hein, c'est-à-dire que tout est là. C'est des enfants du chaos, c'est des enfants anciens enfants soldats, c'est des enfants sans existence légale. Ça rejoint la question des enfants fantômes, d'ailleurs, dont Robert Badinter a beaucoup parlé, hein, qui est gravissime sur la planète. C'est des enfants de femmes violées par des djihadistes, avec des femmes à qui on demande de divorcer alors qu'elles ne veulent pas par souvenir. Enfin bon, c'est vraiment la douleur puissance 13. Mais là où je trouve que vous avez très bien insisté à la fin, c'est qu'il y a la question du désastre transgénérationnel qui se pose là. Hein. C'est-à-dire que ces enfants, si on les présente comme des bombes à retardement, on dit que c'est une sorte de prédiction, c'est pas vrai, c'est un enfermement dans le passé. C'est-à-dire qu'ils seraient condamnés toute leur vie, quoi qu'il arrive, à rejouer ce qui s'est passé pour eux au niveau de leurs parents, des engagements radicalisés autour d'eux. On ne peut pas faire vivre un enfant en lui disant qu'il est prisonnier du passé de ses parents. C'est pas possible. Alors on l'est des fois, on l'est parfois par le biais de la pathologie, par le biais de la psychopathologie, et justement on essaie de lutter contre ça. Mais là, il y a une position d'État qui dit on ne les ramène pas parce qu'ils sont héritiers et ils vont rejouer ce qui s'est passé au niveau de leurs parents. Ça, c'est vraiment du point de vue éthique, du point de vue humain et du point de vue tout simplement psychologique ou psychopathologique, inentendable. Inentendable. Merci pour votre film salutaire. Merci beaucoup et bravo pour ce prix. Ouais. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Patricia, ce qui est incroyable, c'est que tous les prix et toutes les mentions ont été données à France Télévisions aujourd'hui. Alors que les années précédentes, absolument, on a Arte, M6, TF1. Ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas reçu de reportages, de documentaires, de téléfilms venant des autres diffuseurs, à part France Télévisions, ou que ces documentaires et ces téléfilms n'étaient pas suffisamment bons? Ils n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, en tout cas. On a visionné, dans la première sélection, on a visionné 40 heures de programme. Ensuite, les jurés en ont visionné 23. Et c'est ce qui en est ressorti. Donc, il y avait peut-être un effort supplémentaire qui était fait avant sur les autres chaînes. En tout cas, France Télévisions n'a pas lâché. Et tout est France Télévisions. On demandera à Sophie Tchegaray d'être notre porte-parole auprès de la direction de France Télévisions pour féliciter d'avoir justement obtenu tous ces prix, mais surtout de ne jamais lâcher, comme dit Patricia. On peut être fier de bosser pour France Télé aujourd'hui, et je le suis. Alors, on va demander à tous les lauréats de venir ici pour la photo finish. Et puis un grand merci donc à vous. Merci Bernard pour ces analyses. Et merci d'avoir participé. Et l'an prochain, bien sûr, on sera là. Merci à tous.